Séance 11. Victor Hugo, son combat contre Napoléon III. On a vu précédemment que Victor Hugo a mené de front plusieurs combats durant sa vie. Combat contre l'exploitation des enfants, le combat contre la peine de mort, le combat contre les inégalités sociales. Son dernier grand combat, c'est contre un homme, Napoléon III. Victor Hugo a longtemps soutenu Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon Ier. Napoléon Ier, c'est Napoléon, celui que tout le monde connaît. Pensant que donc celui Napoléon Bonaparte avait le même idéal que lui, à savoir détruire la misère. Mais dès 1849, Hugo considère que celui qui a été élu président de la Deuxième République française un an plus tôt, Louis-Napoléon Bonaparte, qui est président de la République, est davantage préoccupé par la restauration du trône impérial que par les intérêts du peuple. Plus simplement dit, Louis-Napoléon Bonaparte, une fois qu'il est président, qu'il est élu président de la République, va vouloir remettre en place l'Empire pour avoir plus de pouvoir. Car lorsque l'on instaure l'Empire, celui qui est à la tête du pays est un empereur. Donc rapidement, Victor Hugo comprend que cet homme s'est fait passer pour quelqu'un qui pensait avant tout à son peuple, alors qu'en réalité, une fois qu'il a le pouvoir, veut en avoir encore plus, quitte à ce que son peuple en soit défavorisé. Il fait passer ses intérêts personnels, celui de Napoléon Bonaparte, avant les intérêts de son peuple. Donc, l'écrivain Victor Hugo passe à l'opposition, et va s'opposer, va résister contre Louis-Napoléon Bonaparte, qu'il va surnommer Napoléon le Petit. Donc là, c'est une référence ironique, sarcastique, un petit peu cruelle. C'est une référence à l'oncle. Louis-Napoléon Bonaparte, toute sa vie, voudra ressembler à son oncle, le grand, entre guillemets, Napoléon Ier, mais il n'y arrivera jamais. Donc, il se moque en disant ça, évidemment, Victor Hugo. Parce que donc, il va ridiculiser l'ambition de Louis-Napoléon Bonaparte, qui veut se comparer justement à Napoléon Ier, c'est ce que je viens de dire. Donc, Victor Hugo s'exile. Alors, être exilé, il s'exile par lui-même, c'est-à-dire qu'il quitte la France. Il quitte volontairement la France. Pourquoi? Ça, on verra ça tout à l'heure. Exilé après le coup d'État du 2 décembre 1851, Hugo écrit le recueil poétique Les Châtiments, dans lequel il présente le 2 décembre et le Second Empire comme une période de crimes commis par un empereur sanguinaire. J'explique. Louis-Napoléon Bonaparte est donc président de la République. Comme la Constitution l'empêche de devenir empereur, eh ben, il va devenir empereur par la force. C'est ce qu'on a appelé le coup d'État. Alors évidemment, certaines personnes se révoltent contre ce coup d'État, et des gens donc vont mourir, des gens dans la rue. Le peuple, Napoléon, avec l'armée, va donc tirer sur le peuple. Et donc, ce 2 décembre 1851, Victor Hugo, qui est témoin donc de ce coup d'État, va être particulièrement choqué par une scène qu'il va donc raconter dans un poème. D'accord ? Je reviens sur le poème dans quelques secondes. Je précise une petite chose. Rapidement, une fois que Victor Hugo va commencer à critiquer celui qui est maintenant devenu empereur, Victor Hugo va donc devoir s'exiler, c'est-à-dire quitter la France parce qu'il est en danger. Il peut finir en prison. Donc, il part à Guernesey, à Jersey et Guernesey. D'accord ? Donc, une fois qu'il est exilé donc, dans ces îles britanniques, il va écrire un recueil qui s'appelle Les Châtiments. Il est publié en 1853. Donc, vous voyez, il n'a pas perdu beaucoup de temps avant d'écrire son recueil, qui est donc publié dans toute l'Europe, et qui critique ouvertement un empereur. Donc, Victor Hugo, quand même, là, il est dans un engagement politique, il prend des risques. C'est pour ça qu'il ne peut pas retourner en France. Il n'y retournera qu'en 1870, d'ailleurs, une fois que cet empereur aura quitté le pouvoir. Donc c'est vous dire qu'à cette époque, un auteur engagé, le mot engagé a vraiment là un sens très très fort. Il prend des risques. Et donc dans ce recueil, le poème peut-être le plus connu s'appelle Souvenir de la nuit du 4. Pourquoi? Parce que donc pendant les quelques jours d'insurrection en France, Victor Hugo va être témoin d'une scène particulièrement pathétique, dans le sens qui va susciter la pitié. Je vous explique.
Alors attention, hein, donc ce poème, il faut bien comprendre qu'il décrit une scène que Victor Hugo a réellement vécue. Souvenir de la nuit du 4. Donc on comprend bien, là il va nous décrire une situation où un enfant est mort, et cet enfant, donc il est mort à cause de Louis-Napoléon Bonaparte, qui, comme il a fait un coup d'État pour devenir empereur, a fait tuer des gens dans la rue qui se révoltaient, et donc vous avez un enfant qui s'appelait Boursier, qui a pris une balle, certainement une balle perdue, mais en tout cas c'est quand même une victime directe du nouveau Napoléon III, qui avant était donc Louis-Napoléon Bonaparte. Un enfant de 7 ans et demi, nommé Boursier, a été pris dans la fusillade du boulevard Montmartre, ordonné 2 jours. Logique, coup d'État 2 décembre, plus 2 jours le 4. 2 jours après le coup d'État pour réprimer, c'est-à-dire pour éviter, empêcher les tentatives d'insurrection, c'est-à-dire de révolte. Victor Hugo, qui a assisté à la veillée funèbre, la raconte dans ce poème. Une veillée funèbre, c'est lorsque les proches des gens restent un petit peu comme ça autour de la personne qui vient de mourir. Donc je lis le poème. Alors il n'est pas en entier, il faut bien savoir que je vous en propose seulement un extrait. L'enfant avait reçu 2 balles dans la tête. Le logis était propre, humble, paisible, honnête. On voyait un rameau béni sur un portrait. Une vieille grand-mère était là qui pleurait. Nous le déshabillions en silence. Sa bouche, pâle, s'ouvrait. La mort noyait son œil farouche. « Est-ce que ce n'est pas une chose qui navre » cria-t-elle. « Monsieur, il n'avait pas 8 ans. Ses maîtres, il allait en classe, étaient contents. Monsieur, quand il fallait que je fisse une lettre, c'est lui qui l'écrivait. Est-ce qu'on va se mettre à tuer les enfants maintenant? Ah, mon Dieu! On est donc des brigands. Je vous demande un peu, ils jouaient ce matin-là devant la fenêtre. Dire qu'ils m'ont tué ce pauvre petit être. Ils passaient dans la rue, ils ont tiré dessus. Monsieur, il était bon et doux comme un Jésus. Moi, je suis vieille, il est tout simple que je parte. Cela n'aurait rien fait à monsieur Bonaparte de me tuer au lieu de tuer mon enfant. Elle s'interrompit, les sanglots l'étouffant. Puis elle dit, et tous pleuraient près de l'aïeul. Que vais-je devenir à présent toute seule? Expliquez-moi cela, vous autres aujourd'hui. Hélas, je n'avais plus de sa mère que lui. Pourquoi l'a-t-on tué? Je veux qu'on me l'explique. L'enfant n'a pas crié, vive la République. Nous nous taisions debout et graves, chapeau bas, tremblant devant ce deuil qu'on ne console pas. Je disais que c'était une balle perdue pour l'enfant Boursier. D'après le poème, Victor Hugo sous-entend que donc, les soldats ont volontairement tiré sur cet enfant. Donc ça fait évidemment, si c'est la réalité, cette mort est encore plus scandaleuse, évidemment. Bon là, il y a des petites explications, le rameau béni, bon, il n'y a pas de souci particulier, aïeul voulant dire grand-mère. D'accord? Donc rapidement, les questions, vous verrez, elles ne sont pas spécialement difficiles. Où est-ce que la scène se passe? En quoi est-ce que ce lieu s'oppose à ce qui est dit dans le vers 1? Le vers 1, il est d'une grande violence. C'est comme ça que commence le poème. L'enfant avait reçu 2 balles dans la tête. C'est d'une violence inouïe. Et on vous demande après en quoi est-ce que la description qui suit peut sembler contraster avec ce que dit le vers 1. Vous développez vos réponses, vous rédigez vos réponses dans le cahier. Toujours dans ces vers 1 à 6, les 2 premières questions, c'est sur ces vers-là. Repérez 2 figures de style et expliquez leur effet. Toujours pareil, on repère des figures de style et on dit qu'est-ce qu'elles expriment, qu'est-ce qu'elles soulignent, qu'est-ce qu'elles mettent en avant. Ensuite, vous avez 3 questions dans les vers 7 à 27. Et vous avez les numéros de vers, d'accord? Comment les paroles de la grand-mère sont-elles rapportées? Est-ce que c'est au discours direct ou au discours indirect? Dans ces vers, quelles remarques pouvez-vous faire sur les types de phrases? Type de phrase, vous connaissez, je dis pas, si je dis exclamatif, interrogatif, injonctif ou déclaratif. Question 5, en vous appuyant sur vos réponses précédentes, dites quel sentiment est-ce que Victor Hugo il cherche à faire naître chez celui qui lit cette poésie, ce poème. D'accord?
Dernière chose, je vous montre juste, j'ai mis le lien sur Toutatis. Ça reprend un petit peu ce que j'ai dit là. Le début, je vous le mets tout simplement parce que je trouve que c'est assez clair. Bon, vous pouvez laisser tomber le premier paragraphe. Mais là, je trouve que c'est bien expliqué. Alors, je ne reviens pas dessus, je vous l'ai dit, il n'y a pas de souci. Et en dessous, vous avez carrément une analyse. Alors, vous pouvez vous lire si vous voulez, si vous intéresse. Vous voyez là, par exemple, vous avez une caricature. Est-ce que c'est une de Daumier? Je ne sais pas, je pense. Daumier, c'était le grand caricaturiste à cette époque. Vous avez justement comme ça Victor Hugo. Et là, Louis-Napoléon Bonaparte, qui devient Napoléon III. Caricature montrant finalement un Victor Hugo dominant